Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le très controversé rapport du député UDR Charles Aloncle sur l'audiovisuel public a été publié aujourd'hui. Un rapport de près de 400 pages faisant parfois écho aux principes de l'ORTF. Son principal objectif, réaliser 1 milliard d'économies en supprimant par exemple des chaînes de télévision et de radio. Autre objectif, la neutralité du service public, y compris sur les réseaux sociaux. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a réagi ce matin. Elle dénonce une vision de la télévision publique élitiste, éloignée des familles et des publics les plus populaires. On en parle avec une ancienne membre du CSA, la journaliste Françoise Laborde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise Laborde, merci d'être en direct sur Sud Radio. Aujourd'hui, je suis ravi de vous voir. Bien entendu, vous êtes totalement compétente pour décrypter un petit peu cette actualité. Je ne vous présente plus, vous êtes une journaliste, ça on le sait. Vous avez animé des émissions de télévision, vous avez présenté des journaux télévisés, vous êtes une figure de l'audiovisuel et vous avez été nommé par Nicolas Sarkozy en 2009, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le célèbre CSA. Donc ce sont des sujets que vous connaissez bien, sur lesquels vous avez beaucoup réfléchi et disserté, et je n'hésite pas un instant, je sais que vous aurez un avis précis et tranché. Donc le député Charles Aloncle a rendu son rapport, 10 points forts, je ne vais pas tous les rappeler: supprimer de nombreuses chaînes de radio-télévision, diversifier l'origine des éditorialistes de France Inter, nomination des PDG de France Télévisions et de Radio France par le président de la République. Bon, on va pas faire l'inventaire total. Françoise Laborde, c'est un dossier ancien. Depuis la création de la haute autorité de l'audiovisuel qui avait été confiée à Michel Cotta au début, vous faites partie de ces journalistes auxquels les responsables politiques ont voulu confier cet arbitrage, aujourd'hui qui est représenté par l'Arcom. Est-ce que l'audiovisuel public a besoin aujourd'hui d'une réforme? On est dans le parlons vrai, chère Françoise. Est-ce que la réforme s'impose et est-ce que la réforme doit être, j'allais dire, vraiment structurelle ou c'est juste une petite retouche? Alors, je pense qu'il faut faire une réforme de fond. Je pense que oui, l'audiovisuel public a besoin d'une réforme. Je pense qu'il est légitime de s'interroger sur le périmètre de l'audiovisuel public, qui est devenu une sorte de mammouth, pour reprendre une expression célèbre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la télévision, et surtout la télévision publique, c'est le premier outil de culture populaire. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc quand on est de gauche, on doit être attaché au service public. Moi, je suis attaché au service public. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le service public remplit les missions qu'il doit avoir? Qu'est-ce que c'est qu'un outil de culture populaire? On se rend compte que, par exemple, les grandes fictions qui nourrissent l'imaginaire collectif, elles ont complètement disparu du service public. Parce que, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, on a préféré les remplacer par toutes sortes d'émissions de débats sans fin, qui essaiment, en effet, sur France 2, sur France 5, etc. Ça coûte moins cher à produire, ça a beaucoup enrichi. On en a beaucoup parlé des maisons de production privées, mais où sont les fictions? Les Américains ont une expression en disant where's the beef? Vous savez, où est le fond? Où est-ce qu'il est le fond dans le service public? Ça peut pas être simplement des débats. Et quand je vois moi la soirée des Molières hier soir, pardon, mais j'allais dire c'est l'exemple même de la raison pour laquelle il faut réformer le service public. Cette espèce d'entre-soi de gens qui vivent de subventions et qui sont en train de cracher dans la soupe en permanence en expliquant qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont forcément raison et que les autres ont tort, ça peut pas être ça le service public. Parce que le service public, ça doit rassembler tout le monde, quelle que soit sa famille politique et quelles que soient ses opinions politiques. Et c'est bien dommage d'oublier que la France, pendant des années, a été le pays où il y avait le plus de fiction. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à la place de la fiction? On a des débats sans fin. Et c'est ça qui est bien dommage, parce que notre pays est un pays de romans, de fiction, de documentaires, et c'est ça que doit être le service public. Il est vrai, Françoise Laborde, que la cérémonie d'hier soir cochait toutes les cases des interrogations. C'était un spectacle charmant, mais c'était vraiment le happy few, c'est-à-dire on était entre copains, peut-être assez coupés de cette France périphérique, de la France réelle. Bon, c'était un spectacle, mais il a été révélateur effectivement de certains états d'esprit et de certains états d'âme. Vous parlez des fictions, j'ai grandi, Françoise Laborde, comme vous, avec Les Dames de la Côte de Ninon Companaise, Les Rois Maudits de Barma, 2 ans de vacances, enfin bon, voilà.
Voilà, je vais pas aller jusqu'à Claude Santilli et autres, mais le service public introduisait de la culture. C'était le but de la télévision. C'était d'apporter de la culture dans les foyers où elle avait peut-être du mal à rentrer, et c'était une façon de démocratiser cet accès à la connaissance, au savoir, bien sûr au divertissement et à l'information. Alors vous vous souvenez de la phrase du président Pompidou, c'est la voix de la France. Alors d'accord, le service public n'est plus la voix de la France, elle est la voix des Françaises et des Français. Est-ce que pour autant, quand Charles Alonc suggère que les éditorialistes en général du service public à la télévision ou à la radio ne soient pas toujours les mêmes, avec la même orientation, la même sociologie, la même idéologie, est-ce qu'il faut faire entrer de la diversité dans l'éditorialisation des programmes télévisés et des radios? Oui, c'est évident. J'allais dire aujourd'hui, quand on écoute toutes les antennes du service public, qu'elles soient de radio ou de télévision, on a tout le temps la même musique. Donc c'est vrai qu'il faut diversifier. Moi, pardon de le dire, mais j'ai travaillé pendant 20 ans dans le service public à France 2, à France 3, à France 5. Donc je connais les choses. Moi, quand j'étais au service économique et social, nous avions quelqu'un comme Philippe Sassier, par exemple, qui était un chroniqueur, journaliste économique et qui défendait des valeurs, disons, conservatrices, et c'était parfait. Et on avait à côté des journalistes sociaux qui étaient ou qui suivaient les questions sociales et dont on savait qu'ils étaient proches de la CGT ou de la CFDT. Et c'était parfait parce qu'il y avait un pluralisme des points de vue et des opinions. Et c'est vrai que quand on passe ses journées entières avec le patronat, on n'a pas la même vue sur l'économie que quand on passe ses journées entières avec les syndicats. Mais c'était ça la richesse du service public. Puis le deuxième point que je voudrais dire, c'est que la phrase c'est la voix de la France, bien sûr qu'elle est un peu ridicule. Mais regardez ce que font les Américains. Ils utilisent la télévision comme un soft power. Pardon de l'expression, mais pourquoi on est imbibé de culture américaine à ce point-là? Parce qu'en France, on passe notre temps à regarder des feuilletons américains. Et que les Américains, Hollywood a su très bien faire ça. Regardez le nombre de films et de feuilletons qui nous expliquent la grandeur de l'Amérique, la grandeur de l'armée américaine, la grandeur des soldats, la grandeur du drapeau, la grandeur de ceci, de cela. C'est comme ça qu'on nourrit, j'allais dire, l'imaginaire du public. Et vous avez bien raison de citer ces beaux exemples qu'on a tous eu. Les Rois maudits, mais quelle affaire! Mais quelle idée géniale! Le Chevalier de Maison Rouge. Rappelez-vous tous ces héros qui nous faisaient rêver pendant notre enfance et que l'on retrouve aujourd'hui dans des séries qui sont produites par Hollywood et qui s'appellent Game of Thrones ou The Crown ou Downton Abbey. Nous, on n'a pas été capable de faire l'équivalent de ça. Mais pourquoi? Et c'est là où le service public manque à sa vocation. La vocation du service public, c'est pas de payer des entreprises privées. Alors on a beaucoup parlé de Media One, mais il y en a toutes les autres pour faire des débats que tous les journalistes du service public pourraient faire. À quoi ça sert d'avoir une rédaction entière de France 2, de France 3 et de France 5 si on demande à des entreprises publiques de faire la même chose sur les deniers des entreprises privées, de faire la même chose sur des deniers publics? C'est une forme de privatisation rampante du service public. Donc si on est attaché au service public, on ramène dans le giron du service public ce qui doit être fabriqué par le service public, c'est-à-dire en effet les débats, les émissions politiques, des choses qui doivent être produites en interne. On arrête d'externaliser et de donner des fortunes à des boîtes de production qui font des débats que pourrait tout à fait faire le service public et que faisait le service public avant. Alors après, est-ce que les fictions doivent être externalisées ? Sans doute, parce que aujourd'hui, bon, on n'a plus ce qu'on a connu à notre époque, les buts de Chaumont avec ces grandes soirées qui étaient en direct ou au théâtre ce soir ou que sais-je encore, qui n'existent plus. Peut-être qu'on a besoin évidemment d'entreprises privées qui soient capables de fabriquer ces séries. Mais bon sang de bonsoir, encore une fois, on est capable de le faire en France. Il faut à un moment donné qu'on retrouve, et je trouve que ce serait formidable qu'on donne un cahier des charges au service public qui soit clair et transparent, c'est-à-dire en effet plus de fiction, plus de documentaires, plus de production interne et moins d'externalisation, et qu'on arrête d'enrichir en effet des boîtes de production qui vivent sur la bête, si je puis dire. C'est un des éléments forts, d'ailleurs, un des points forts du rapport de Charles Alonc. Maud Goffler. Françoise Laborde, réformer le service public, ça semble être une nécessité absolue, mais là où Charles Alonc en fait est très critiqué, c'est sur l'aspect un peu caricatural de son rapport et sur la façon dont il a polémiqué tout au long de ses audiences et de cette enquête, cette commission d'enquête. On lui reproche d'avoir rendu un rapport à charge, un rapport un peu caricatural, quand il dit par exemple qu'il faut supprimer des émissions de télé, des émissions de radio entières, voire des chaînes
chaînes comme France 5, on a l'impression d'une espèce de revanche personnelle, c'est-à-dire que on a supprimé C8, donc il faut supprimer une chaîne du service public. Vous n'avez pas ce sentiment-là ? Alors, je vais vous dire un truc, pas du tout. D'abord, je trouve que Charles Aloncle, moi j'étais bluffée, parce que moi je connais, encore une fois, j'ai travaillé 20 ans de service public, 7 ans au CSA. J'ai été frappée par la méconnaissance totale de ce secteur des élus de la République. Ils ne se rendent pas compte que c'est un secteur industriel, que c'est un secteur qui emploie plus de monde que l'automobile en France, et que c'est pas juste bonjour, on va se divertir en parlant de choses et d'autres. Donc moi, j'étais très impressionnée par la connaissance qu'avait Charles Aloncle du dossier. La deuxième chose, c'est que bien sûr qu'il a posé des questions qui dérangent, mais je veux dire, il était là pour ça, il n'allait pas dire tout va très bien, Madame la Marquise. Alors maintenant, on dit c'est un rapport à charge. D'abord, personne ne l'a lu ce rapport, donc voilà, c'est très bien. Deuxièmement, il y a 70 propositions. Vous vous rendez compte, voilà. Il y a 70 propositions. Voilà. Il a été voté, donc moi j'entends des gens qui disent quoi, comment, mais c'est une honte. Bah oui, mais voilà, c'est le jeu de la démocratie. Il y a un truc qui a été voté, ça plaît pas, mais je veux dire, quand on est démocrate, on respecte le vote. 12 voix contre 10, c'est clair. Voilà. J'ai pas entendu, 12 voix contre 10, ça a été voté, c'est clair et net. Voilà, la commission a adopté le rapport. Oui, voilà. Oui, c'est le jeu. Voilà, c'est comme ça. On peut être élu président de la République à quelques voix près, et on devient président de tous les Français. C'est arrivé. Et c'est comme ça. Et c'est arrivé, voilà. Donc non, moi je trouve pas que ce soit un rapport à charge. Je comprends tout à fait que certains fassent le parallèle avec CNews, mais moi je pense sincèrement que ça fait très longtemps qu'on sait que le service public est devenu une sorte d'entité sur laquelle tout le monde plus personne n'a de contrôle. Et c'est vrai que, encore une fois, je pense, et moi je parle souvent à d'anciens confrères qui travaillent à France Télévisions et qui me disent, ah là là, si tu savais, ma pauvre chérie, à quel point ça a changé, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, si on n'est pas estampillé comme étant, j'allais dire, d'une certaine tendance politique, on est mal vu. Regardez le scandale de faire venir Eugénie Bastier dans une émission. Enfin, je veux dire, Eugénie Bastier, enfin, elle travaille au Figaro, c'est une femme cultivée, intelligente, qui bosse ses dossiers. Enfin, je veux dire, bon sang, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce pays où subitement on n'a plus le droit de parler parce que on n'est pas estampillé PS ou LFI ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, quand même, on est devenu à un niveau d'intolérance. Françoise Laborde, le service public est l'endroit où la police de la pensée et l'Inquisition ont encore beaucoup de ferveur et beaucoup de présence. Sujet très épineux, la nomination des patrons audiovisuels. Vous vous souvenez, en 2008, Nicolas Sarkozy avait dit, allez, on va pas tourner autour du pot, on va arrêter de se cacher la face. C'est l'exécutif qui nomme les patrons, comme du temps du général de Gaulle ou du président Pompidou et même jusqu'à Giscard et Mitterrand. C'est l'exécutif qui nomme les patrons de l'audiovisuel. On avait instauré, bien entendu, je l'ai rappelé, la commission, la haute autorité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce qu'il faut une entité qui arbitre, mais alors vraiment indépendante? Dans d'autres pays, elle est nommée par le Parlement. Là, les composites, ce sont souvent des gens qui sont nommés, même pas souvent, systématiquement, par le président de la République, par le président du Sénat et le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Ce sont donc, entre guillemets, des militants politiques malgré tout. Est-ce qu'il y aurait une autre façon d'avoir une entité qui arbitre avec une autorité suprême sur la nomination des patrons? Ou est-ce que vous convenez, vous aussi, qu'il vaut mieux que ce soit le gouvernement en place, le gouvernement ou le président de la République, qui décide de qui dirige l'audiovisuel? Qu'est-ce qui vous semble la mesure la plus pertinente et la moins hypocrite? Alors honnêtement, j'ai un peu de mal à vous donner une réponse tranchée. C'est pas simple. Oui, parce que aucun patron de chaîne publique n'a été nommé sans le feu vert de l'Élysée. C'est une fiction. Ça vous le confirmez, vous le confirmez. Que ça soit le CSA, l'Arcom ou la Haute Autorité avant, personne n'a été nommé sans que le président de la République en charge à l'époque ne donne son feu vert. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, que ça soit à l'époque de Mitterrand, que ça soit à l'époque de peu importe. Et de Sarkozy, peu importe. Mais l'autre chose, c'est que je pense que tout dépend aussi de la colonne vertébrale du patron de chaîne. Parce que, je veux dire, on n'est pas obligé non plus de nommer un larbin. On n'est pas obligé non plus de nommer son meilleur ami. On n'est pas obligé... Alors, et c'est ça le vrai problème. C'est que régulièrement, on finit par nommer à la tête de l'audiovisuel public quelqu'un dont on se dit
il ou elle ne connaît rien à la télévision, ne connaît rien à la radio, n'a jamais travaillé dans ce secteur, mais au moins, bon, il fera ce qu'on lui dit. Non, c'est pas ça être patron de chaîne. Être patron de chaîne, c'est à un moment donné être capable de dire non. Françoise Laborde, tout le monde n'est pas Pierre Desgroupes. Je vois très bien qui vous pensez, qui était une figure, qui était un homme plutôt de sensibilité de gauche, mais qui a été un formidable... Qui a dit non à Mitterrand, mais de la même façon que Hervé Bourges, à un moment donné, a pu dire non à Sarkozy, au président Sarkozy. Donc c'est ça qui fait la différence. Et quand on nomme des membres du CSA, si on nomme que des hauts fonctionnaires qui n'ont travaillé qu'au Conseil d'État et qui connaissent rien la télévision, forcément ils vont pas avoir la même autonomie. Donc moi ce que je déplore, c'est que alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision de nommer directement par le président de la République. Bon, ça aurait le mérite de la transparence. Ce que je sais, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle ou en tout cas un vote du Parlement et du Sénat. À ce moment-là, on pourrait imaginer qu'en effet, les parlementaires et les sénateurs aient un droit de veto sur le nom de telle ou telle personnalité qui prenne la tête du service public. C'est ça le jeu démocratique à un moment donné. On retient votre suggestion et peut-être sera-t-elle portée à l'Assemblée nationale au moment de prendre des décisions définitives. Merci Françoise Laborde d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio. J'aurai le plaisir de vous ressolliciter parce que vous êtes d'une précision et d'un courage énorme quand vous parlez des questions audiovisuelles. À très bientôt.